Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Cette fois-ci, comme tous les premiers mercredis du mois, on se retrouve pour un top 10. Les top 10, on a déjà fait énormément puisque la chaîne a 1 an ce mois-ci, donc des top 10, il y en a déjà un paquet. Et cette fois-ci, nous allons parler d'animation, nous allons même parler de séries. Pour réduire un petit peu les possibilités, nous allons parler de séries d'animation qui ne sont pas japonaises, puisque le Japon est pourvoyeur d'énormément de séries d'animation de très grande qualité qui mériteront leur propre top un jour. Mais là, j'avais envie de revenir avec vous sur les séries d'animation non japonaises, c'est-à-dire qui pour la plupart ont bercé mon enfance à la télé ou que j'ai découvert ces dernières années. N'hésitez pas dès à présent à faire votre propre top 10 des séries d'animation non japonaises, donc des séries d'animation qui vous tiennent le plus à cœur. Moi je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, on commence dès à présent avec notre 10e position, et en 10e position, j'ai mis une série que j'ai découvert assez tardivement, elle avait déjà connu son succès avant que je tombe dessus par hasard. C'est une série que j'ai découvert adulte, et c'est d'ailleurs une série qui s'adresse plutôt à un public adulte, c'est la série Rick et Morty. À ce jour, cette série compte 6 saisons, elle a débuté en 2013, il n'y a pas forcément des saisons tous les ans, mais la série n'est pas encore terminée. Elle met en scène Rick Sanchez, qui est une sorte de professeur fou, et son petit-fils Morty qui vivent des aventures dans l'espace intersidéral. On est vraiment dans un délire un petit peu science-fiction, avec quelque chose de très absurde, très délirant, très coloré, etc. Mais je me suis attachée réellement aux personnages, à l'absurdité de certains de leurs univers. Le fait que Rick soit un homme absolument exécrable avec un bon fond au final, je trouve que la série est déjà très détendante. Chaque épisode, en général, je finis toujours par rigoler, c'est toujours, enfin, il y a toujours un côté très détendant, mais il brasse aussi des thématiques assez actuelles dedans, en filigrane on va dire, en sous-texte, il y a quand même des petits messages qui passent sur notre société actuelle. J'aime beaucoup la relation de Rick et de Morty, je la trouve intéressante de certaine manière. La façon dont est montrée leur famille de toute façon est intéressante. C'est vraiment une série détente que j'ai découvert il y a quoi, 3 ou 4 ans, et de temps en temps je me regarde un épisode, je me regarde même une saison en fonction des périodes, juste pour rigoler un bon coup, retrouver un univers qui est sympa, qui est coloré, qui est pas prise de tête. Franchement, si vous ne connaissez pas Rick et Morty, allez-y, c'est très déluré pour les gens qui aiment la SF, je pense que c'est totalement dans votre goût. Après, il faut aimer, ça a vraiment ce côté un petit peu décalé au niveau de l'humour, avec un côté un peu graveleux, avec un côté un peu cacaproute aussi de temps en temps, mais c'est vraiment, c'est détendant. C'est voilà, c'est pour poser son cerveau et se détendre un peu. En 9e position, j'ai mis une série de mon enfance que je regardais à la télé. C'est une série qui a commencé en 1992 et qui est reconnue comme l'une des meilleures séries d'animation qu'on ait eu, c'est la série de Batman. Donc cette série, elle compte 4 saisons, elle s'est étendue de 92 à 95 et c'est par cette série que j'ai découvert le personnage de Batman et par extension les personnages de super-héros. J'avais pas beaucoup de chaînes de télé chez moi, pendant très longtemps on ne captait que la 2 et la 3, voilà. J'étais pas forcément un enfant qui avait tous les trucs Cartoon Network et tous ces machins, je les ai pas eu pendant très longtemps, et cette série Batman, elle passait tous les matins quand je regardais mon petit déjeuner. J'avais été marquée par l'ambiance très sombre, le générique est absolument génial et iconique là en noir et rouge, etc. Et tous les personnages ont une certaine profondeur. C'est là que j'ai rencontré le pingouin. J'adore le pingouin, mais j'étais terrifiée par ces deux assistantes avec leurs doigts là à rallonge un peu à la Wolverine. Elles me faisaient trop flipper. Même avec le recul aujourd'hui, je trouve que cette série, elle a une très grande maturité dans son écriture et pourtant elle restait totalement accessible pour un enfant. C'est-à-dire que j'ai pas été choquée ou traumatisée, etc. par de la violence excessive, mais c'est vrai que c'est très sombre et surtout que les personnages ont une vraie profondeur. Je pense que c'est une série qui est très intéressante dans son écriture, qui a été très bien pensée. C'est inscrit de toute façon en héritage et pour faire suite au succès des films de Burton, des Batman de Burton. On retrouve ce côté un peu art déco, un petit peu gothique, des fois un peu grotesque également dans certains personnages, même si Mr. Freeze a été réécrit et il est bien meilleur dans la série d'animation que dans les films je trouve. Vraiment, il y a quelque chose de très intéressant dans cette série et je pense que de toutes les séries qu'on a fait de super-héros et en tout cas de toutes les séries qu'on a fait de Batman, c'est l'une des meilleures. En 8e position, tout comme pour Rick et Morty, je vais vous parler d'une série d'animation que j'ai découvert mais ultra tardivement. C'est la série Adventure Time. C'est une série qui a commencé en 2010 et qui s'est achevée en 2018 et que moi j'ai découvert pendant le confinement.
Voilà, je cherchais quelque chose de détendant à regarder le matin. Pendant le confinement, j'étais collée à des écrans toute la journée, hein, soyons honnêtes, je pense que c'était le cas de beaucoup de monde. Mais du coup, je m'étais fait des phases dans la journée, donc j'avais des séries animées le matin, j'avais plutôt des séries live action en journée pour accompagner mes activités, puis jeux vidéo, puis le soir, un film ou une saga. Voilà, c'était mon organisation de confinement, et donc je cherchais une série d'animation pour le matin, et je suis tombée sur Adventure Time, par hasard en fait. Donc il faut savoir qu'elle compte actuellement 10 saisons, qu'à la base, elle est partie d'un court-métrage, donc en fait, le but à la base, c'était pas du tout de faire une série d'animation avec autant d'épisodes et qui dure aussi longtemps et avec un univers aussi développé. D'ailleurs en fait ils ont enrichi l'univers petit à petit, c'est-à-dire que l'origine de la planète sur laquelle sont nos deux héros, on l'apprend que bien plus tard, que c'est pas forcément que un monde de fantasy. Voilà, pour ceux qui ont vu la série vous voyez de quoi je parle. Tu sens que la série se développe sous tes yeux en fait. Tu sens que plus il avance dans les saisons et plus il donne du corps et de l'épaisseur à l'univers, en plus de ce côté bonbon, en plus de ce côté coloré, bon enfant. Il y a aussi des valeurs qui sont très intéressantes. Il y a Finn avec toutes ses valeurs morales, c'est quelqu'un de très fier, etc. Jake qui a pas vraiment la même portée mais qui est son ami qui le soutient. Il y a un côté très déluré mais il y a aussi une profondeur derrière. C'est un peu dans le même style que Rick et Morty, mais Rick et Morty c'est beaucoup plus cynique, beaucoup plus désabusé je dirais, alors que là il y a encore de l'espoir et un peu de magie. Mais j'ai vraiment énormément apprécié de découvrir cette série. C'est un univers qui est riche, qui est créatif, qui est coloré et qui vraiment, comme je vous dis, prend de l'épaisseur petit à petit sous nos yeux, comme si on voyait le projet s'épanouir en fait au fil des saisons, et j'ai vraiment apprécié de découvrir ça. Bon, il y a aussi quelques petits côtés un peu subversifs, soyons honnêtes. En 7ème position, on retourne dans les séries d'animation de mon enfance, et c'est une série inégalée de mon enfance, c'est Quoi de neuf Scooby-Doo. Alors ça, il y en a plein. Des dessins animés Scooby-Doo, il y en a plein, mais je suis désolée, le meilleur c'est Quoi de neuf Scooby-Doo. Déjà, meilleur générique ever. La chanson, à partir du moment où quelqu'un dit Scooby-Doo, j'ai la chanson en tête. Elle est très répétitive, mais elle est bien écrite parce qu'elle m'a marquée et je pense qu'elle va rester éternellement. Vous savez, comme dans Vice Versa avec le truc des dents, mais moi c'est pareil, avec Scooby-Doo. En soi, c'est une série qui a commencé en 2002 et qui n'a que 3 saisons. J'ai été choquée quand j'ai découvert qu'elle avait que 3 saisons, parce que moi j'ai l'impression d'avoir vu des centaines de milliers d'épisodes de cette série. En fait, c'est juste que les épisodes sont tous répétitifs. T'en oublies un, puis tu reviens, puis tu l'as revu, et puis voilà. Et puis il y a aussi qu'ensuite, après Quoi de neuf Scooby-Doo, il y a eu d'autres dérivés. Là, je sais plus à laquelle on en est parce que je suis plus les dessins animés actuels qui passent à la télé, mais il y en avait une récemment dont les graphismes m'avaient un peu déplu. Mais pour moi, vraiment, Fred, Scooby, Vera, c'est ceux de Quoi de neuf Scooby-Doo. Ils ont marqué ma jeunesse. C'était pareil, ils étaient là pour l'heure du petit-déj le matin avant d'aller à l'école. C'est une super série pour les gamins. C'est un peu comme une série policière pour gosses, vous voyez. C'est le X-Files des enfants. En soi, c'est super comme concept. À chaque épisode, il y a un méchant inspiré du folklore et de l'imaginaire du surnaturel, il y a une résolution, il y a toujours une porte ouverte qui est laissée pour dire que le surnaturel ou le folklore ou la magie existe, mais au final le méchant c'est toujours une vraie personne. Il y a des petites moralités comme ça qui sont douces, en soi ça paye pas de mine, mais la série est super et c'est vraiment une version enfance, une version accessible aux petits d'une série policière qu'on pourrait avoir une fois qu'on est adulte et conceptualisée sur la même idée au niveau d'un épisode. Le fonctionnement d'un épisode et la construction scénaristique d'un épisode c'est quasiment le même schéma. Ça a marqué ma jeunesse quoi, ça a marqué ma jeunesse et puis je suis désolée, c'est la meilleure série Scooby-Doo qui a jamais été faite. En 6ème position, je vous parle d'une série d'animation franco-canadienne dont mes parents m'avaient acheté tous les DVD pour qu'on les regarde ensemble parce que mes parents sont très fans de la BD. C'est Tintin, c'est Les Aventures de Tintin. C'est une série de 91 en une seule saison avec 39 épisodes. Chaque épisode adapte plus ou moins un album de la série Tintin sous forme de BD, donc tous les albums ne sont pas adaptés. L'animation est super belle, super fluide, j'en ai revu certains épisodes récemment. Je trouve que c'est très très fidèle à la BD. D'ailleurs mes parents qui eux-mêmes aimaient beaucoup la BD à la base, c'est pour ça qu'ils nous l'avaient acheté pour que ce soit accessible pour nous en tant qu'enfants, pour qu'on puisse partager ça ensemble. Mais vraiment c'est assez fidèle à la BD, les dessins sont très beaux, c'est fluide. La musique pareil, le générique de début il est trop bien, la musique elle est trop bien. Ils ont adapté mes albums favoris de Tintin, ceux que moi je préfère. Alors je sais pas si je les préfère parce que je les ai d'abord découverts en épisode et qu'ensuite je les ai lus sous forme de BD et que j'ai eu l'aspect nostalgique, c'est totalement possible. Mais ils adaptent en gros les grands classiques, les cigares du pharaon, les boules de cristal, l'oreille cassée, l'île mystérieuse également, enfin voilà, ils adaptent les grands classiques. En tout, ils adaptent 21 albums qui sont parmi les plus classiques de Hergé dans Tintin, et vraiment je trouve que c'est une série dont on ne parle pas du tout, jamais, qui passe d'ailleurs plus à la télé je pense, pour les enfants le matin, et pourtant c'est une très bonne façon de faire découvrir l'univers de la BD belge aux gamins. La série est vraiment de qualité, elle a pas du tout vieilli au niveau de ses graphismes, donc je trouve que c'est une série qui mériterait plus de visibilité parce que c'est un super travail, et puis vraiment ils ont donné une vraie ambiance, les musiques sont très très bien également, enfin vraiment c'est une série qui m'a marquée, dont j'ai revu avec plaisir certains épisodes récemment.
En 5e position, nous allons dans l'univers de Star Wars, puisque nous allons parler d'une des séries animées de Star Wars. Il y en a plusieurs, mais ma favorite c'est The Clone Wars. C'est une série qui a commencé en 2008, qui compte aujourd'hui 7 saisons, et en tout 133 épisodes, donc c'est une très longue série. Alors au niveau chronologique, elle se situe entre Star Wars épisode 2 et Star Wars épisode 3, je vais pas tout vous refaire l'histoire parce que c'est pas nécessaire, mais ce que je trouve extrêmement intéressant dans le fait d'avoir adapté Star Wars sous la forme d'animation, c'est que déjà ça le rend accessible aux plus jeunes, donc ça peut faire découvrir l'univers de Star Wars aux plus jeunes. Le fait d'utiliser d'autres moyens que la live action, bon déjà ils ont pu produire beaucoup plus en quantité d'épisodes que pour un film ou pour un épisode de série live, c'est évident, mais en plus je trouve que ça enrichit l'univers d'une autre façon, ça apporte beaucoup à Star Wars et je crois que je préfère la série The Clone Wars et certaines saisons de The Clone Wars à certains épisodes des films. Parce que je trouve que ce que ça a apporté à l'univers, ça lui a apporté plus de diversité, plus de personnages également, plus de lieux, plus de sites, et surtout ça a développé cette période qui se passe entre l'épisode 2 et l'épisode 3, où il se passe énormément de choses, mais ce n'est que résumé et survolé dans les films pour passer à la suite de ce qui arrive à nos personnages principaux, si vous voulez. Donc je trouve que l'idée de base d'ajouter un univers d'animation à la saga Star Wars, c'était de base très intéressant, et en plus c'est très bien réalisé. Alors moi à l'époque, la série je la regardais sur M6, je me souviens, par contre ils étaient insupportables M6 parce qu'ils passaient les épisodes dans le désordre. Ils te passaient d'abord un épisode que t'avais déjà vu la semaine précédente je crois, le nouvel épisode inédit que t'avais pas encore vu, et ensuite un autre épisode des premières saisons. C'était une galère sans nom pour suivre, du coup moi je me les suis tous revus quand j'ai pris Disney Plus il y a quelques temps, histoire de tout bien voir puisque tout est sur Disney Plus, et franchement je trouve que la série est vraiment très bien pensée. Alors effectivement il y a des saisons qui sont meilleures que d'autres, il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres, mais globalement tu passes un très bon moment, l'animation est vraiment belle. Il y a Dave Filoni qui a travaillé dessus, Dave Filoni ensuite il a travaillé sur The Mandalorian, c'est un des masters de l'univers de Star Wars actuellement, il a travaillé sur The Mandalorian, il va travailler sur la série de Ahsoka, il a aussi travaillé sur l'autre série d'animation qui est Star Wars Rebelle, qui est bien mais que j'ai moins aimé. Il y a aussi The Bad Batch sur laquelle il a également travaillé, j'ai encore moins aimé. Pour le coup en animation, ma favorite c'est The Clone Wars. Bon par contre si vous commencez la série maintenant, oui il y a beaucoup de saisons, oui il y a beaucoup d'épisodes, mais croyez-moi ça vaut vraiment le coup. On en arrive à la 4e position avec une série d'animation qui est sur Netflix et qui fait énormément parler d'elle dans le monde de la science-fiction, c'est Love, Death and Robots. C'est une série qui compte aujourd'hui 3 saisons et qui a commencé en 2019. Alors avant toute chose, je tiens à être honnête avec vous, je n'ai pas encore vu la 3e saison. J'ai beaucoup aimé les 2 premières saisons. J'aime bien être dans une certaine période de ma vie, dans un certain moment, pour découvrir cette série parce que je l'ai vraiment appréciée et j'aime vraiment profiter de chaque épisode. Et j'attends que ce moment vienne, je pense qu'avec la reprise du travail, peut-être me faire un épisode par soirée, ça correspondra plus. J'ai pas envie de la consommer, de la binge-watcher comme ça et de regarder tous les épisodes à la suite. Or c'est plutôt ce que je fais quand je suis en vacances, donc pour le moment, j'attends pour découvrir tranquillement la saison 3 quand il sera venu le moment pour moi. Mon avis ne se base que sur les 2 premières saisons. Et d'après ce que j'ai cru entendre, la saison 3 ne fait pas honte aux 2 précédentes saisons, donc de ce côté-là on est plutôt bon. Donc c'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode développe une histoire différente et chaque épisode est travaillé par des réalisateurs ou par des techniques différentes, etc. Ce qui est intéressant. D'ailleurs tous les épisodes ne sont pas en animation, il y a aussi des parties live action, donc c'est une série d'animation, en tout cas pour moi mes épisodes favoris, mais il n'y a pas que de l'animation. Il y a également quelques épisodes qui sont des épisodes français. Bon, pas les meilleurs selon moi, mais il y a quelques épisodes qui sont français. Alors déjà, première chose très positive, la série est produite par David Fincher. David Fincher, c'est celui qui a fait Seven, qui a fait Gone Girl, qui a fait Fight Club, qui a fait également The Game. Bref, c'est un très bon réalisateur et il chapeaute tout ça, donc forcément ça donnait un écho plutôt positif au projet de base. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est plein de visions différentes de l'anticipation et de la science-fiction, plein de thématiques différentes qui sont abordées. Il y a toujours une originalité, chaque épisode a quelque chose à te dire. Alors, en fonction de tes goûts, il y a des épisodes que tu vas préférer à d'autres, c'est évident. Moi j'ai mes chouchous évidemment, notamment l'épisode avec Hitler qui est vraiment très drôle. Oui je sais, un épisode drôle avec Hitler, ça peut paraître étonnant. Je pense qu'ils donnent une certaine liberté aux productions des différents épisodes et ça donne une anthologie qui est très intéressante à regarder. Et chaque épisode s'apprécie indépendamment et te fait réfléchir sur des choses différentes et te donne une approche différente. Et tous ensemble ils forment quelque chose de très éclectique mais de très intéressant qui va bien au-delà de simplement regarder des épisodes. C'est pour ça que je veux bien en profiter chaque fois que j'en découvre un nouveau, parce que tu passes un moment toujours particulier avec chaque épisode, c'est pas juste une histoire où tu regardes avancer les personnages, ça va bien au-delà de ça et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce projet. Moi pour le moment la plupart de mes épisodes favoris sont issus de la saison 1, il y a l'épisode comme je vous l'ai dit de Hitler, il y a également l'épisode des fermiers que j'ai trouvé excellent, l'épisode des 3 robots qui est un peu l'épisode basique, l'épisode iconique de la série. Saison 2, j'ai pas eu de coup de cœur absolu, il y en a beaucoup qui sont très bons. J'ai bien aimé l'épisode sur le policier qui gère la surpopulation, j'ai
trouvé la thématique très intéressante et très actuelle, et vraiment là on est sur plus de la dystopie que de la science-fiction d'ailleurs, mais celui-là j'ai trouvé très intéressant. Donc dans la saison 2 il y a aussi de très bons épisodes. Franchement si vous ne l'avez jamais vu, laissez-vous tenter, et surtout vous basez pas sur le premier épisode parce que comme je vous le dis, chaque épisode est différent et je pense que tout le monde peut trouver un épisode qui lui parle ou un épisode qui lui parle moins d'ailleurs. Nous arrivons sur le podium avec la 3e position et nous allons parler d'une de mes séries d'enfance, mais que c'est pas de la nostalgie. Clairement c'est pas de la nostalgie, c'est juste que la série est excellente. Je préfère vous prévenir parce que c'est important, là quand on arrive sur le top 3, on n'est pas dans un délire nostalgique, on est dans un délire, c'est super quali. En 2008 a débuté une série qui compte aujourd'hui 3 saisons, qui est une série française produite par Ankama dans l'univers de Dofus, c'est la série Wakfu, et cette série, mais elle a rythmé ma vie quand j'étais gamine, surtout que les saisons on les a méga attendues à chaque fois puisqu'il y avait plusieurs années entre la sortie de chaque saison, et j'adore la série Wakfu. L'univers Dofus, j'y avais joué vite fait avec des potes mais je m'y suis jamais particulièrement accrochée on va dire. Ce qui m'a fait m'y intéresser c'est Wakfu. Déjà on est un générique du feu de Dieu, on n'en parle pas assez du générique de Wakfu, mais que ce soit la musique, le dynamisme visuel et les codes visuels qui sont dans le générique, il est excellent, mais toute la série est vraiment extrêmement sympathique dans cet univers de fantasy. Il y a plein de valeurs super intéressantes. Bon, évidemment, on est dans les codes classiques de la fantasy, on est dans les codes classiques de l'aventure, de l'épopée avec son groupe d'aventuriers où chaque aventurier a sa fonction. Mais il y a des messages sur l'écologie, il y a des messages sur la politique, il y a des messages sur la vie en société, sur les inégalités, ceux qui ont perdu leur foyer, sur le temps. Il y a une grande profondeur dans l'écriture de cette série que tu ne peux ne pas lire, tu peux juste te contenter comme moi j'étais petite de juste regarder les aventures des personnages et c'est très cool et c'est super bien dessiné et l'univers est trop cool, mais il y a une grande profondeur en plus. Et j'ai appris en faisant les recherches pour cette vidéo qu'il y a eu un Kickstarter pour la saison 4. Donc le Kickstarter voulait récolter 100 000 € par épisode. Je crois qu'ils ont eu 1 million et quelques d'euros, donc ils ont eu largement assez de quoi faire plusieurs épisodes. Et il n'y a pas trop de nouvelles depuis, donc c'est à voir. Mais en tout cas, il y a une possibilité qu'on ait une saison 4, et ça c'est une excellente nouvelle parce que si elle arrive un jour, mais ce sera du pur plaisir. En 2e position, on reste sur une série produite en France par des studios français. C'est une série qui a débarqué sur Netflix l'année dernière, qui a été un énorme coup de cœur pour moi. Pour le moment, on n'a qu'une seule saison, mais la saison 2 a bien été confirmée par Netflix et a bien été confirmée par Riot Games, qui est le producteur de base de la série. Je vous parle bien évidemment de Arcane, qui est encore une fois une série dans un univers de jeux vidéo, puisque c'est une série qui se passe dans l'univers de League of Legends, et ça a été un coup de cœur visuel avant tout. Alors le visuel on le doit à Forti Studio, qui est donc un studio français comme je vous l'ai dit. Déjà c'est juste magnifique, franchement la série Arcane elle est juste magnifique, les musiques sont géniales, le côté art déco etc, j'adore, le côté steampunk j'adore, mais en plus les personnages, les relationnels entre les personnages, l'antagonisme, les thématiques sociales qui sont abordées, enfin je vous avais fait toute une vidéo dessus donc je vais pas me répéter, vous pouvez aller voir ma vidéo dessus, mais ça a été vraiment un énorme coup de cœur, j'ai adoré cette série, j'ai qu'une hâte c'est d'avoir la suite, et le pire du pire c'est que cette série m'a redonné envie de jouer à League of Legends. Alors j'ai jamais été très douée, pareil je joue avec des potes et c'est le pire jeu de la frustration, donc jamais je remettrai un doigt là-dedans, mais ça donne envie juste de se replonger dans l'univers en fait. Et nous arrivons en première position, mais avant de vous dévoiler le grand gagnant de ce top 10, nous allons donner quelques mentions honorables de séries que j'ai appréciées, de séries d'animation non japonaises que j'ai appréciées, mais que je n'avais pas la place de mettre dans ce top. La première, ce sera celle que je pense beaucoup d'entre vous vont me citer, c'est South Park. South Park c'est excellent, franchement je suis complètement d'accord avec vous, South Park c'est excellent, mais South Park j'ai jamais réussi à tout voir. C'est un enfer pour tout regarder, et il y a des épisodes qui sont très très en dessous de d'autres. Je pense que ce qui est intéressant avec South Park, c'est de le suivre dans l'actualité en fait, c'est-à-dire de suivre la série depuis plusieurs années et de suivre le nouvel épisode qui sort à chaque fois, parce que South Park les épisodes se composent vraiment en alliance avec l'actualité, notamment l'actualité politique américaine, et je pense que revoir les saisons après, on n'a pas la même saveur et on n'a pas le même côté croustillant, d'autant qu'en plus des choses que South Park avait prédit humoristiquement il y a quelques années se révèlent réelles maintenant, donc c'est toute l'ironie de la chose, mais vraiment je suis d'accord que South Park c'est une grande série d'animation. Au niveau esthétique non, en tout cas pas pour moi, voilà, mais par contre au niveau des thématiques et de ce qu'elle représente et des messages dont elle est porteuse et aussi du côté je m'en foutiste ras-le-bol, oui, et puis il y a des personnages iconiques, mais voilà, c'est pas une de mes grandes séries à moi on va dire. Il y a la série Final Space qui est sur Netflix, pour laquelle j'avais eu un petit coup de cœur parce que j'avais trouvé ça tout choupinou à la saison 1, je trouve que la saison 2 par contre qui est sortie est bien en dessous, mais en fait j'avais juste adoré Mooncake, le petit alien vert qui flotte, voilà, soyons honnêtes, Mooncake est adorable, ça parle de cookies. C'est un peu dans la même ligne que toutes ces séries d'animation pour adultes qui viennent des US, American Dad, Rick et Morty, on va aussi avoir d'une certaine manière Adventure Time, où il y a toujours une sorte de cynisme, un petit humour décalé, un petit peu
peu trashouille, vous voyez, moi j'aime bien, ça me parle ce genre d'humour. D'ailleurs, je vous ai parlé d'American Dad. American Dad, c'est également une série que j'ai beaucoup appréciée. Maintenant, je trouve que c'est une série qui tourne assez rapidement en rond. 1 ou 2 saisons, c'est cool, mais je sais pas combien il y a de saisons, il va y avoir un paquet aujourd'hui. Et je trouve que la série tourne malheureusement un peu en rond et c'est un peu dommage. J'aimais bien le principe de base du gros cliché américain. Chaque personnage de la famille incarne un cliché différent des Amériques. J'aimais l'idée de base, mais j'ai pas continué sur le long terme parce qu'au bout d'un moment, je trouvais que ça tournait en rond. Il y a également What If, la série d'animation dans l'univers de Marvel que j'ai pas mal apprécié. Maintenant, le fait que chaque épisode soit un peu des one-shots et le fait qu'il y ait aussi peu d'épisodes, j'ai trouvé ça un petit peu défavorable à la série. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de si, surtout que des si, il suffit d'aller sur 3 forums de fans et t'en as 650 idées différentes. Donc j'aurais trouvé intéressant d'en faire un peu plus, mais j'ai trouvé que la série était très sympa. Il y en a d'autres, Miraculous Ladybug, qui est sympathique. Maintenant, je trouve que j'ai pas compris la hype autour de la série. Peut-être parce que je l'ai pas regardée au bon moment ou parce que j'ai tout regardé d'un coup. J'ai regardé toute la saison 1 d'un coup et j'avoue que je suis restée... C'est sympathique, mais voilà, si vous êtes fan de Miraculous Ladybug, dites-moi vraiment ce qui vous hype dans la série. Est-ce qu'il faut aller plus loin que la saison 1, peut-être, je sais pas. Les Tortues Ninja, évidemment, les Tortues Ninja. Alors les Tortues Ninja, il y a la version de mon enfance qui était sympa, et j'ai bien aimé aussi Teenage Mutant Turtle, là, qu'ils avaient fait un peu plus récemment, mais j'ai toujours pas eu de coup de cœur absolu pour les Tortues Ninja. Je trouve ça aussi assez répétitif, même si c'est très sympa et que c'est un grand classique de la pop culture. Et il y a aussi Gravity Falls, et il y en a aussi plein que j'imagine j'oublie, mais franchement il y a beaucoup de très bonnes séries d'animation japonaises, beaucoup qui ont bercé mon enfance, mais même encore aujourd'hui. On produit de très belles choses en animation, même si ça s'améliore au niveau de l'animation sur les longs métrages, où c'est vraiment reconnu comme faisant partie en part entière du cinéma. Pour l'animation sous forme de séries d'animation, il y a encore du travail à faire, je pense, même si on commence à avoir des séries, notamment Love, Death and Robots dont je vous ai parlé, notamment Arcane, qui sont reconnues à l'international, et ça fait plaisir parce que ça ouvre toujours plus de possibilités pour les séries d'animation qui sont plus seulement reléguées à 3 épisodes le matin pendant les céréales, quoi. C'est dommage parce que par exemple Batman 92, c'est une série qui est excellente et qui mériterait d'être reconnue internationalement comme une série qui est excellente, et de passer à des heures de plus grande écoute, pas de passer sur des chaînes pour enfants en fait, forcément. Enfin bref. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a une évolution plutôt positive dans ce sens-là et c'est très cool. Et on finit sur notre winner, et si vous me suivez un peu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, ou si vous avez vu mon room tour de collection, vous savez forcément de quelle série on va parler puisque c'est ma série coup de cœur de tous les temps pour toujours. Cette série fait partie de mon identité, tellement je l'ai vue, revue, re-revue et je l'adore, et j'ai toutes les BD, enfin voilà, bref. C'est évidemment la série Avatar, le dernier maître de l'air, qui a été une révélation quand j'étais enfant, que j'ai ensuite revue de très nombreuses fois. Je crois que j'ai dû la revoir au moins une 50aine de fois en tout. C'est une série vers laquelle je me penche quand ça va pas, c'est une série qui me remonte le moral, c'est une série qui me donne le sourire, c'est une aventure humaine, il y a plein de poésie, il y a plein de messages, c'est atrocement beau, c'est très intéressant, c'est une réflexion sur la tolérance, c'est une réflexion sur notre monde d'aujourd'hui, c'est dissension, c'est aussi une réflexion sur la guerre. Bref, c'est une série génialissime. Si vous n'avez jamais vu Avatar le dernier maître de l'air, fuyez cette vidéo, trouvez internet, trouvez, je sais plus sur quelle plateforme c'est, je crois que c'est sur Netflix, allumez la première plateforme qui passe, regardez Avatar le dernier maître de l'air. C'est pas un dessin animé pour enfants, c'est pour tout le monde et c'est génial. Donc voilà, ça c'était le moment, je déclame mon amour pour cette série. Mais bon, pour en savoir plus, c'est une série qui est sortie en 2005, qui connaît aujourd'hui 3 saisons et qui a un spin-off qui est The Legend of Korra. C'est une série à laquelle a d'ailleurs participé Dave Filoni, dont on a déjà parlé, qui est maintenant Mr. Star Wars et qui a travaillé sur The Clone Wars. Mais c'est une série qui est principalement portée et surtout coécrite et scénarisée par Michael Dante et Brian Konietzko, j'espère que j'abîme pas leur prénom. C'est eux qui ont construit en fait tout l'univers de Avatar le dernier maître de l'air et je les en remercie très profondément. C'est aussi eux qui ont fait ensuite The Legend of Korra, qui aujourd'hui compte 5 saisons. Le spin-off est plus long que la série originale. J'ai apprécié The Legend of Korra, mais je le trouve trop moderne. Je trouve que la poésie et la magie de l'univers de la première saison, parce que éloigné technologiquement de nous, là, le fait dans Legend of Korra de se rapprocher beaucoup plus de l'ère industrielle qui a donné naissance au monde qu'on a aujourd'hui, au monde moderne d'aujourd'hui, ça fait qu'on y perd en poésie et en magie. Après, du coup, ça leur permet d'aborder d'autres thématiques qui sont également très intéressantes. The Legend of Korra n'aura jamais la magie et n'aura jamais le génie et la beauté et la magnificence absolue, parce que j'adore de Avatar, le dernier maître de l'air. Je peux pas vous dire que je juge cette série de façon objective parce que c'est complètement faux. J'ai un attachement émotionnel envers l'univers de cette série qui est énorme. Mais même en essayant de me détacher de cet attachement émotionnel, c'est une série qui est excellemment réalisée, qui est très belle, avec des personnages d'une grande profondeur, avec des morales
humaine, très belle. En fait, c'est une série qui est pleine d'humanité et vraiment, je ne peux que la recommander à tous petits et grands. Allez-y, quoi. Alors, par contre, Monsieur Shyamalan, Monsieur Night Shyamalan, que j'aime beaucoup, vous le savez, je l'aime beaucoup, a fait un film live action qui adapte cette série. Ne le regardez pas. Monsieur Night Shyamalan, il avait une carte Joker dans sa vie, voilà, qu'il pouvait utiliser. Il l'avait utilisé sur ce film pour le faire disparaître. Blague à part, l'adaptation de Monsieur Night Shyamalan d'il y a quelques années est terrible. Je préfère vous prévenir, ne la regardez pas. Mais toujours en live action, il y a un projet de série Netflix actuellement en cours de développement. Et il y a également d'autres projets un peu plus obscurs sur lesquels on a peu d'informations. Pour la série Netflix, on a déjà du casting et tout qui est révélé, donc c'est très très sérieux. Mais il y a d'autres projets qui sont dans l'univers. Ces projets parallèles ces autres projets viennent notamment du fait que les créateurs, donc les scénaristes de base de l'univers, Michael Dante, DiMartino et Brian Cognezzo, à la base ils travaillaient sur la série Netflix. Pour des différents artistiques avec Netflix, ils ont quitté le projet et ils seraient actuellement en train de travailler sur d'autres projets dans l'univers. Donc je vous avoue que la terminologie différente artistique avec Netflix m'inquiète légèrement. À partir du moment où ce sont les créateurs de l'univers, il faut m'expliquer comment on peut avoir des différences artistiques sur l'adaptation d'un univers qu'ils ont créé, mais voilà, nous verrons bien le résultat final. De toute façon, je pense pas que ça puisse être pire que le film de Monsieur Night Shyamalan, mais en tout cas, il y a pas mal de projets actuellement sur cette série. C'est une série qui a un très grand nombre de fans, une communauté de fans qui est restée pendant très longtemps silencieuse. Il n'y avait plus de goodies, il n'y avait plus rien qui sortait. Et là, récemment, je suis très contente de voir que la série connaît une sorte de renaissance. On a la BD qui est enfin arrivée en France, puisqu'il y a des BD qui ont été écrites après, éditées notamment par Nickelodeon, qui racontent la suite en fait, qui racontent ce qui se passe après la saison 3, qui sont enfin éditées en France alors qu'elles existent depuis 10 ans aux États-Unis. Ça montre qu'il y a un regain d'intérêt pour la série. Il y a des pop qui sont sortis, il y a d'autres figurines qui sortent, il y a des produits dérivés, enfin, alors que pendant des années je les ai attendus et que j'adore les produits dérivés, donc c'est un grand plaisir de voir que cette série connaît une certaine renaissance. Et c'est mon numéro 1, c'est ma série d'animation non japonaise favorite pour toujours. Je pense qu'elle est totalement indétrônable. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette longue vidéo top 10 sur les séries d'animation. Ça me fait très plaisir de l'avoir réalisée parce que je parle moins souvent de séries sur ma chaîne et les séries d'animation, à part Arcane puisqu'elle est récente, ce sont pour la plupart des séries qui datent de ma jeunesse, donc ils font pas forcément partie de l'actualité. Mais non, je suis ravie d'avoir parlé avec vous parce que ce sont toutes des séries qui me tiennent énormément à cœur, qui ont bercé ma jeunesse, qui ont bercé mon enfance et qui, je trouve, pour certaines, méritent énormément le détour si jamais vous ne les connaissez pas. J'espère vous en avoir fait découvrir certaines. En tout cas, j'ai juste trop hâte de lire vos top 10 de séries d'animation parce que j'ai vraiment envie d'en découvrir d'autres, comme vous l'avez vu, que ce soit Adventure Time ou que ce soit d'autres, je les ai découvertes assez tardivement, vu que ça passe pas forcément au cinéma, et si tu suis pas forcément les thématiques qui vont te mener à ces séries, bah tu peux passer à côté, donc franchement j'ai trop hâte de lire vos top 10. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours très plaisir, comme vous le savez. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner juste en dessous et activer la cloche, ça vous permet d'être tenu au courant des sorties de vidéos et des sorties de posts communautaires, notamment pour être prévenu des lives. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages, peut-être une série d'animation d'ailleurs, et on se dit à très très vite. D'autant plus... Mais bref, c'est pas le sujet. C'est la série qui a fait également... Et cette fois-ci, nous sommes... Qui c'est qui s'est cassé la gueule? Ils forment vraiment quelque chose d'éclectique et tous ensemble.